Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Richard Barthéléry. Il est candidat à l'élection sénatoriale. Bonjour M. Barthéléry, merci d'avoir accepté l'invitation de Bonjour TV. M. Granier, bonjour aux Martiniquaises et aux Martiniquais. Alors, je remercie aussi mon ami Raoul Charon, que je surnomme le maire de Trinité dans l'émission du samedi après-midi, et qui m'a permis donc d'avoir le contact pour qu'on puisse vous inviter, M. Barthéléry. Alors, vous êtes candidat aux élections sénatoriales. Vous êtes à la retraite, vous travaillez Oui, je suis. Alors, je me présente Richard Barthéléry. Enfin, je suis marié, j'ai 3 filles et je suis à la retraite depuis près d'une dizaine d'années. J'ai 71 ans et voilà, j'essaie de m'occuper comme je peux de mon temps libre. Voilà. D'accord, 71 ans, vous ne les faites pas. Ah, mais bon, merci. Alors, vous êtes retraité donc depuis une dizaine d'années. Vous avez exercé quel métier? J'ai travaillé au Trésor public. On ne dit plus Trésor public. J'ai travaillé à la... on dit maintenant DANFIP, Direction régionale des finances publiques. J'étais contrôleur au Trésor public et toute ma vie, j'ai tenu des grands livres, j'ai tenu également des mains courantes. Enfin, j'ai fait ça pendant près de 40 ans et voilà. J'ai fait du recouvrement d'impôts, j'ai fait de la comptabilité publique, j'ai travaillé au Trésor public dans différents services. Vous connaissez les rouages de l'État, quoi? Pas de l'État, mais en tout cas des finances. Enfin, là où je travaillais. Voilà. D'accord. Alors, vous faites partie de PIA? Je suis membre de PIA. Membre de PIA. J'étais membre du MIM. Maintenant, j'ai laissé le MIM pour suivre le coprésident Jean-Philippe Nilor. Et je suis adhérent à PIA, un membre de PIA, oui. Vous suivez Jean-Philippe Nilor, mais vous suivez aussi l'ancien maire du Prêcheur, quand même, M. Marcelin Nadeau. Oui, mais comme Jean-Philippe Nilor était au MIM avec moi, donc il a laissé et je l'ai suivi. Nous étions tous les deux au MIM. Et puis on a rejoint M. Nadeau. Alors, il semblerait que dans PIA, pour cette élection, quand vous avez posé votre candidature, il semblerait qu'il y a eu des magouilles et que les choses ne se sont pas passées de manière réglementaire et que vous auriez fraudé, vous ou les membres de PIA. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ça? Alors, j'ai fait acte de candidature au moment où mon parti a fait appel à candidature. Je n'ai pas fait avant, je n'ai pas fait bien avant, je l'ai fait immédiatement après, sous proposition d'un certain nombre de camarades qui m'ont demandé, qui m'ont dit, Richard, on te voit bien candidat au sénatorial. Ils étaient environ 22, un peu moins de 25, je crois, 22 ou 23 camarades qui m'ont proposé au conseil de coordination de PIA pour être candidat. Parce que le parti PIA a plusieurs instances. Nous avons 4 instances. Le comité directeur, le conseil de coordination, l'assemblée générale, et je ne vais pas donner dans l'ordre, et puis les gros os qui sont les comités de base dans les différentes communes. Hein. Voilà, donc c'était une instance de proposition, le conseil de coordination, et l'élection a eu lieu en assemblée générale samedi dernier. Alors cette élection-là s'est très très bien passée, parce qu'en arrivant, l'association de financement du parti politique avec sa présidente et son trésorier ont pointé tous ceux qui sont à jour de leur cotisation. Ils ont signé une liste pour bien voir que cette personne était à jour et cette personne était présente. Ensuite, nous sommes passés sur une seconde liste. Pour les votants, au moment du vote, on faisait appel. Il y avait, en tout cas, on allait émarger sur les listes d'émargement. Il y avait plusieurs signatures. La signature de celui qui est à jour, la signature également du votant, quoi. Donc, il n'y avait pas, comme certaines personnes peuvent dire, ce qui est extrêmement grave, mais vraiment très grave, il n'y avait pas plus de votants que d'inscrits sur les listes. Mais ça s'est passé de manière exemplaire, de manière innovante, parce que choisir le candidat du parti politique à l'occasion d'une assemblée générale, ça ne s'est jamais produit dans aucun parti. Ce sont plutôt des instances intermédiaires, le comité directeur, des instances, un petit comité de 9 personnes, de sages éventuellement, qui choisissent le candidat. Mais là, c'est l'assemblée générale, les adhérents qui ont voté pour le candidat de PIA. Et pourquoi il dit, Marjo, c'est acharné comme ça contre vous? Il avait un candidat, il avait une préférence pour un autre candidat dans votre parti? Alors, je ne sais pas s'il avait un candidat, mais il a annoncé que
qu'il y avait plus de votants que d'inscrits. Il a même dit qu'on avait promis à quelqu'un d'être la représentation. Je ne sais pas de qui il veut parler, bon, on suppose, mais il n'a pas nommé forcément de nom. En tout cas, il a eu une seule source d'information, il n'a pas vérifié son information et mon parti ils se sont réunis, mais rapidement, pour trouver une solution, pour répondre à ce besoin. Donc, on a répondu à travers un communiqué. J'ai vu le communiqué où vous demandiez justement un droit de réponse. Est-ce que ce droit de réponse vous a été accordé par la TV? Non, jusqu'à présent, à ma connaissance, je ne sais pas si aujourd'hui, à la date, au moment où nous parlons, ça a été fait, mais à ma connaissance, on a demandé un droit de réponse à ATV et jusqu'à présent, on n'a toujours pas de droit de réponse de cette chaîne de télé. Très bien. Voilà. Et c'est grave, hein, parce que il y avait plusieurs possibilités justement pour contrer les propos de M. Marajo, que je ne vais pas citer, c'est plutôt à la direction de le faire, mais on voulait aller très très loin sur ça. D'accord, ouais. Très bien. Alors, M. Barthélémy, est-ce que vous pouvez expliquer quel est le rôle d'un sénateur? Alors, le Sénat et le Parlement a ce qu'on appelle des parlementaires. Le Sénat, c'est 348 sénateurs, le Parlement, c'est 577. Le sénateur et le député, ce sont des parlementaires qui font ce qu'on appelle des propositions de loi. Et le Sénat a une mission extrêmement importante. Il est là pour défendre la souveraineté de l'État français, de la nation française. C'est leur première mission. Et leur deuxième mission au Sénat, c'est de défendre et de protéger les collectivités territoriales et les collectivités locales, puisque les sénateurs sont élus par les grands électeurs, c'est-à-dire les élus des différentes communes, les députés et les sénateurs, voilà, et les conseillers territoriaux. Donc voilà un petit peu comment est constitué le Sénat, qui choisit justement les sénateurs. Mais le rôle lui-même du sénateur, c'est de défendre les collectivités locales. Alors on disait, le général de Gaulle l'a dit aussi, hein, que le Sénat méritait d'être, comment dire, pas liquidé, mais enfin arrêté avec cette structure-là, parce que c'était le bâton de maréchal pour les vieux politiciens, quoi. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire-là. Non seulement j'ai entendu, mais j'ai même vécu ça. Ouais. Je me souviens, j'étais très jeune quand il a voulu, et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui s'était complètement opposé à la suppression du Sénat, ce qui fait ça a cassé en deux pratiquement toutes les alliances qu'il y avait de droite à l'époque. Et le général de Gaulle, ça a provoqué pratiquement sa démission du gouvernement et de la présidence de la République, parce qu'il voulait vraiment casser les sénateurs. Mais les sénateurs, en fait, ce sont des parlementaires qui font des propositions aussi. Hein. Donc ce ne sont pas la moyenne d'âge est très basse actuellement. Et, par rapport à c'est vrai que ça s'est rajeuni beaucoup. Voilà, c'était vraiment une petite voie de garage pour certains grands élus politiques. Mais maintenant, les sénateurs mettent le pied de plus en plus à l'étrier et font des propositions. Alors, le président du Sénat, c'est quelqu'un de très important parce que c'est le président de la République est empêché ou malade ou décède. C'est le président du Sénat qui prend la direction du pays pendant le temps qu'on convoque les élections. Alors, si cet organisme est aussi important, on peut se demander pourquoi, lorsqu'une loi doit être votée, ça passe à l'Assemblée nationale, après à la navette, ça va au Sénat. Le Sénat peut être contre ce que l'Assemblée nationale a peut-être voté. Ça retourne à l'Assemblée nationale. Oui. Et finalement, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Est-ce que ça veut dire que finalement les sénateurs ne servent à rien finalement avec cette histoire de navette-là? Oui, avec la navette, quand une loi sort du Sénat, vous savez, et c'est pour ça que je disais, nous avons la chance à PIA d'avoir 2 députés. Le jour où il y aura un cavalier législatif et que la loi devra par la navette arriver au Sénat, il y aura un sénateur de PIA qui s'est proposé, c'est-à-dire moi, pour appuyer justement sur les demandes. Parce que le Sénat porte des amendements aux propositions de loi faites par l'Assemblée nationale. Ils corrigent, ils font des amendements, ils font des propositions, ils font des corrections. Et c'est ça le rôle du Sénat. Il faut cette institution-là, il faut cette Assemblée-là et avec la navette, ça retourne chez les députés qui eux-mêmes affinent et passent au vote, quoi. Puisqu'effectivement, comme vous venez de dire,
c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot sur les propositions de loi. Très bien. Alors, vous avez dit que les sénateurs sont élus par les grands électeurs. Oui. Donc, les grands électeurs, vous l'avez dit, c'est les conseillers municipaux, c'est les députés, sénateurs. Voilà. Alors, les conseillers territoriaux aussi. Conseillers territoriaux. Si on regarde la force politique en ce moment à la Martinique, c'est plutôt le PPM qui a beaucoup de grands électeurs. Il y a aussi le Lamentin. Est-ce que quelque part, on ne va pas se retrouver, je pense que vous avez peut-être réfléchi à ça, est-ce que ces grands électeurs-là vont voter pour les candidats du PPM? Est-ce que quelque part, ça ne vous bloque pas? Eh bien, effectivement, il y a 809 grands électeurs. Ouais. 809 grands électeurs, tout compris. PIA, c'est-à-dire que le PPM a un intervalle de confiance entre 41 et 47. Nous avons fait les calculs. Et PIA a un intervalle de confiance entre 21 et 27. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'intervalle de confiance remonte un petit peu pour avoir un sénateur. Nous allons tout faire pour que cet intervalle se rapproche un peu plus. Et l'avantage que nous avons, c'est que selon les informations que nous avons et que j'ai personnellement, il semblerait que les voix seraient un petit peu plus divisées au PPM, contrairement à la configuration, au format qu'il y avait en 2017. Ils avaient 2 candidats, là il y en a un petit peu plus. Il peut y avoir des candidatures dissidentes, il peut y avoir d'autres candidats qui pourront s'appuyer, qui veulent s'appuyer sur les grands électeurs du PPM parce qu'il n'y a pas que le PPM, il y a également l'Alliance. Oui. Voilà, il y a l'Alliance. Ils sont 11 dans l'Alliance. Il y a un autre Trinitéen qui se présente. Oui, le maire de Trinité. Qui est justement dans l'Alliance. Dans l'Alliance. Donc, voilà. Donc, est-ce que ça veut dire les voix seront très divisées au PPM. Alors, justement, est-ce que ça veut dire que l'Alliance aujourd'hui a explosé? Il n'y a plus de... je ne sais pas, moi. Alors, moi, je ne veux pas porter de jugement sur l'Alliance, sur le PPM et l'Alliance, puisque dans tous les partis, toutes les alliances, il y a toujours des petits conflits, il y a toujours des petits problèmes. Mais je crois qu'effectivement, là, s'ils ont 4, 5... 2-3 candidats. Bon, vous avez vu ce que monsieur le maire de Sainte-Marie a proposé. Il soutient une candidate, et Frédéric Buval, et pourtant il est dans l'Alliance, et pourtant il a signé justement le pacte pour cette élection-là. Voilà. Et puis il y a monsieur Letchimi qui soutient 2 autres candidats, dont le maire de Trinité également. Donc moi je ne veux pas trop, pas parler, mais je ne veux pas trop dire, parce que je sens qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre et qu'il est possible pour le candidat de PIA, parce que nous avons quand même des communes qui nous soutiennent. Non, mais je pense, M. Barthélémy, c'est que justement, il faut dire pour que le peuple puisse savoir ce qui se passe, parce que souvent tout ça est occulté. Les gens ne savent pas trop, ils n'ont pas les renseignements. Donc, des fois, ils ne savent pas comment choisir. Parce que c'est vrai qu'on peut penser que c'est joué déjà, alors que, avec ce que vous venez de dire et ce que j'entends autour de moi, ce n'est pas. Alors, rien n'est joué, justement. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Bon, probablement que le candidat principal du PPM a de fortes chances, mais en dessous, après, personne ne peut garantir qu'il sera... D'ailleurs, vous voyez comment ils prennent du temps pour annoncer leur candidature. Et s'ils étaient si sûrs que ça, ils auraient dit, bon voilà, je suis candidat, et puis on avance. Mais moi, je crois que le coup est jouable là pour le deuxième candidat. Donc moi, je suis très très confiant, puisque en plus j'ai des contacts avec certaines municipalités, j'ai des contacts avec des maires. Donc tout le monde est en campagne, hein, je ne suis pas le seul. Hein. Donc voilà, moi je discute, j'échange avec eux. Est-ce que vous allez dans les différents conseils municipaux pour discuter justement avec les conseillers, les maires, expliquer votre programme est-ce qu'on vous accueille dans les différentes mairies de la Martinique? Oui, alors j'ai fait une demande déjà à quelques mairies, parce que j'essaie d'aller de manière séquentielle, par petits morceaux.
Et il y a déjà 2 mairies qui m'ont répondu, puisque je veux vraiment voir les maires, leur bureau municipal ou le conseil municipal. Donc ils m'ont répondu, il y a déjà des dates qui sont fixées. Je ne les ai pas en tête, puisque j'ai autour de moi une petite équipe de campagne avec un directeur de campagne, un mandataire financier, une petite équipe d'une dizaine de camarades dans laquelle se trouvent les 2 coprésidents de PIA et nous organisons la campagne, quoi. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Je suis obligé d'y aller, puisqu'il faut bien sûr. Bien sûr. Parce que mon objectif, c'est d'être élu et de tout faire pour défendre les collectivités qui sont en très, très, très grande difficulté. Très grande difficulté. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'en 2014, dans le cadre de la CRFP, vous savez ce que c'est? La contribution pour le redressement des finances publiques, ce qu'on appelait la dette publique. Vous savez, l'État est obligé de respecter le taux d'endettement de 3% là, que lui demandait. C'était avant. Oui. Parce que ça a explosé avec l'histoire de Covid. Oui, mais on leur demande. Oui, mais là, je vous parle de 2014, donc on était obligé. Donc, pendant 3 ans, la répartition s'est faite 2014, 2015, 2016. Les collectivités ont été rognées sur leur dotation de fonctionnement, et ça, pour les collectivités d'outre-mer, c'était 869 millions. L'État français a ponctionné sur les collectivités locales d'outre-mer 869 millions, ce qui a mis les collectivités en très grande difficulté, en se retrouvant avec une dette de 400 millions de déficit public, et qui a entraîné elle-même sur les entreprises, à cause des retards de paiement, 90, 120 jours, 150 jours, voilà, ce qui était extrêmement long, en difficulté, qui se sont retrouvés en redressement et en liquidation. Voilà le travail de l'État français. Eh bien, moi, je vais faire des propositions, justement, pour que les collectivités puissent regagner un peu de finances, et je pense que je pourrais faire des propositions. Je ne sais pas si ça va aboutir, mais je vais tout faire pour que ça aboutisse. Est-ce que le gouvernement français et son président Emmanuel Macron n'ont pas voulu se venger sur les Antillais par rapport au nombre de voix que Marine Le Pen a fait? Est-ce que nous ne sommes pas en train de payer ça quelque part? J'ai très bien compris, moi. Si c'est ça, c'est extrêmement grave. Si c'est ça, c'est grave. Et d'ailleurs, le 24 janvier 2023, comment s'appelle-t-il, le président du Sénat, Monsieur Gérard Larcher, il est venu en Martinique et il a critiqué, il a parlé de décentralisation, de déconcentration, il a parlé de liberté publique, il a parlé d'insécurité, il a parlé de chômage. Il s'est parlé de toute qualité bagaille, mais il n'a jamais parlé des problèmes des collectivités en Outre-mer. Et il a allé encore plus loin. Il a critiqué la politique d'Emmanuel Macron en Outre-mer, en Martinique. Mais là, au Sénat, il n'a pas jamais dit ça. Il n'a pas jamais critiqué la politique d'Emmanuel Macron. Il n'a jamais critiqué, voilà. Et si bien qu'il y a un rapport qui date de 2017, qui traite de la Cour des comptes, qui est très critique à l'égard de la politique de l'État français dans les Outre-mer, notamment sur la réforme des dotations. La nouvelle réforme des dotations pour les collectivités. Vous savez, les dotations, ce ne sont pas des subventions, c'est une dotation que vous donnez obligatoirement chaque année en fonction de la population. Regardez par exemple Grand-Rivière, qui est une commune qui en 10-15 ans a perdu 250 habitants. C'est-à-dire que cette dotation va encore baisser. Il faut arriver à bloquer ça. On ne peut pas, le Grand-Rivière ne pourra pas supporter encore, les petites communes ne pourront pas supporter encore pendant longtemps. Donc moi, j'aurais des propositions à faire. Voilà, en matière de finances publiques. Alors, le groupe PIA, vous avez au moins 2 communes. On peut parler de Ducos et puis du Prêcheur. Au moins 2 communes. Vous en avez d'autres, peut-être que je ne suis pas au courant. On a des communes qui sont dans ADPN de l'Alliance. Voilà. D'accord. Il y a le François, il y a Rivière-Pilote, par exemple. Voilà. Ah bon, Monsieur Bonol, d'accord. Oui, mais il est conseiller, il est président, il est maire de la commune de Rivière-Pilote et il est conseiller territorial de Martinique sur la liste ADPN menée par Jean-Philippe Nilor. D'accord. C'est un allié, quoi. C'est un allié. Est-ce que ça vous donne beaucoup de grands électeurs, ces 4 communes-là? Quelques-uns. Ça vous permet pas de partir à la bataille plus rassuré d'avoir... C'est-à-dire que
le PPM a environ 300 grands électeurs et PIA environ 210. Donc voilà. J'en dis pas plus, quoi. Et j'ai cru comprendre aussi que le maire de Lamantin demande de soutenir la sénatrice sortante. Alors c'est ce que j'ai entendu, comme vous-même, je n'ai pas d'informations plus précises que ça, comme le maire de Sainte-Marie d'ailleurs, qui a appelé à voter publiquement, hein, puisqu'il l'a dit, Catherine Conconne, oui. Bien. Alors qu'il est dans l'Alliance, enfin bon, c'est... On aura peut-être des nouvelles après ces élections. Mais ceci dit, aux élections sénatoriales, il y a toujours des choses bizarres qui se passent, hein, des alliances un peu bizarres, et puis bon, tout rentre dans l'ordre après. Monsieur Barthéléry, est-ce que vous êtes pour l'indépendance? Est-ce que vous êtes pour une certaine autonomie? Comment vous voyez ça? Alors, pour l'avenir de la Martinique, quelle est la situation que vous auriez souhaité pour notre pays? Alors, personnellement, je suis indépendantiste. Mais je crois que, compte tenu de la situation actuelle, la première chose de mon parti politique, c'est de réduire les dépendances. Et quelle qu'elle soit. Et la dépendance alimentaire, tout faire. Notamment, actuellement, nous produisons entre 30 et 40% de ce que nous consommons. C'est-à-dire que le jour où il y en a à Barco, il va nous manquer 70% de notre consommation. La Réunion, c'est 65%. Je vais prendre un exemple. Pour Cuba, c'est 100%. Puisque c'est un pays qui vit pratiquement en autarcie depuis le blocage des États-Unis. Voilà, donc ils vivent de 100% de ce qu'ils produisent. Donc moi, je crois qu'il faut y aller doucement, déjà réduire les dépendances, quelle qu'elle soit, notamment la dépendance énergétique. Hein. En 2016, quand nous sommes arrivés à la CTM, on était à 25% de production d'électricité renouvelable. Là, maintenant, nous sommes à 50%. Donc, concernant la sécurité alimentaire, il faudrait que d'ici 2030, on arrive au moins à 80-85% de notre dépendance. Je vais prendre un seul exemple. J'étais président de la SEM du Galion. En Martinique, on consomme entre 5 000 et 6 000 tonnes de sucre par an. C'est-à-dire tout, hein, compris à travers les jus, les liqueurs, à travers les components. Et nous produisons que 1 500 tonnes de sucre. C'est-à-dire que le jour où il y a un embargo, il va nous manquer près de 4 000 tonnes de sucre. Tout simplement parce que l'usine n'a pas suffisamment de matières premières, c'est-à-dire de canne à sucre, pour broyer, pour pouvoir produire la réelle consommation. Donc nous sommes comme ça dans toutes sortes, dans une grande partie des productions locales, et ça nous pose un problème. Est-ce que c'est pas parce que cette histoire de canne à sucre, est-ce que c'est pas parce que l'Europe donne plus de subventions et d'argent lorsqu'on fait de la banane? Les béquets qui ont des champs de bananes touchent beaucoup d'argent pour ça. Et du coup, les gens abandonnent la production de canne à sucre pour se lancer dans la banane. C'est bien ça. Alors, concernant la banane, le POSEI, c'est-à-dire c'est un fonds structurel européen, revient chaque année pour la banane 127 millions d'euros. Vous entendez? 127 millions d'euros. 127 millions d'euros chaque année. 90 millions d'euros pour la Martinique et 30 millions d'euros, 30 et quelques millions d'euros pour la Guadeloupe. Et dans ces 60 millions pour la Martinique? 90 millions pour la Martinique. 90 millions, pardon, pour la Martinique. Oui. Dans le POSEI, hein? Oui. Voilà. Ce sont les béquets qui perçoivent pratiquement la totalité. Exactement. Nous avons une classe économique dominante en Martinique, vous savez bien, vous les nommez là depuis tout à l'heure, qui ne font rien pour perdre. Tout est calculé chez ces gens-là. Ils ont même dit que c'est de la monoculture, donc on fait de la culture de la banane à outrance, sans penser qu'il est possible de faire autre chose. On produit environ 150 000 tonnes de bananes, alors que nous en consommons que 3 000 tonnes. Tout le reste, c'est pour l'exportation. Ouais. Et la grosse part du gâteau ne va pas aux petits planteurs, hein. Il va certainement à ceux qui plantent le plus. Et c'est pour ça que, personnellement, si je suis élu sénateur, je vais faire une proposition, parce que vous savez que la taxe foncière sur le foncier non bâti, c'est 1,5%, 2%, c'est pas beaucoup. Le foncier bâti, vous avez une maison, c'est du 7-8% que vous payez, M. Granier, hein, sur votre taxe foncière. Quand vous ne construisez pas, quand elle n'a pas de construction, c'est 1,5. Je vais faire en sorte que toutes celles qui produisent sur des terrains, qui rapportent de l'argent, payent un peu plus
que celui qui a son terrain en friche. Ils ne peuvent pas avoir le même taux d'imposition. Ça, c'est pas normal. Ça. Il faut arrêter avec. Il faut que l'État français arrête avec ça. Il faut que les Martiniquais comprennent ça. C'est-à-dire que le terrain vous apporte de l'argent. Vous payez une taxe de 1,50, 2,50, alors que celui qui son terrain est en friche, il va payer même là. C'est pas juste. Il faudra rééquilibrer ça. Alors, on a bientôt fini, mais quelques mots quand même sur ce qui se passe à la Martinique, sur la violence. Ouais. Plus de 16 morts depuis le début de l'année par arme à feu. Qu'est-ce que le sénateur que vous pourriez être bientôt, je vous le souhaite. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de juguler ce cycle meurtrier de violence et de mort par arme à feu? C'est terrible, ça. C'est vraiment terrible. Mettre pratiquement, on peut même dire chaque week-end, hein, on entend un mort par fusillade. Avant, c'était des accidents routiers, c'était sur la route. Maintenant, en termes de sécurité routière, on fait de gros efforts. Donc là, maintenant, c'est concernant cette jeunesse, parce qu'on sait d'où ça vient, on sait que c'est lié à la drogue. Le coprésident de PIA, M. Jean-Philippe Nilor, qui est député, avait fait une demande de commission d'enquête sur les armes. Le gouvernement français lui a refusé ça. Ils ont refusé de mettre en place cette commission sous prétexte que ça va gêner des enquêtes qui sont en cours, sous prétexte de ça. La commission d'enquête ça aurait permis de libérer vraiment beaucoup de choses. On pourra arriver à, si vous voulez, avoir des vérités, savoir d'où ça sort, savoir qui fait rentrer les armes, quels sont les gens qui ont des armes. Une commission d'enquête, c'est quelque chose qui est extrêmement précis et qui peut permettre de trouver une solution à tout ça. Et c'est notre jeunesse qui, pendant ce temps, des familles qui sont vraiment attristées, qui sont dans la désolation à chaque fois qu'ils entendent qu'un fils... En plus, ce sont de jeunes personnes qui sont très souvent en CV. Ce n'est pas des grands mondes, ce n'est pas des mondes qui n'ont un certain âge, c'est plutôt des jeunes qui se retrouvent avec des armes, mais des armes de pointe, comme disait un policier, extrêmement dangereuses, des armes de guerre. Non, il nous faut une commission d'enquête et je vais, avec le député Nilor, faire en sorte que, dans le cadre du cavalier législatif, remettre ça sur pied et avancer, quoi. Monsieur Barthélémy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et bon, l'élection, c'est en septembre. Le 24 septembre 2023. Donc, et les dépôts de candidature, c'est le 4 septembre. D'accord, donc d'ici là, vous aurez l'occasion de revenir nous voir. Si je suis invité. Mais vous le serez, M. Barthélémy, ne vous inquiétez pas. Oui. Merci, M. Granier, et merci aux téléspectateurs de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis, écoutés, parce que c'est important de bien comprendre ce qui se passe dans le pays, sans vouloir faire de jeu de mots avec le nom de votre C'est bien organisme. ça. Ouais. À bientôt.